Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Le système éducatif est régulièrement remis en cause, alors quand j'ai découvert le livre d'Émile Lemesne, L'école autrement, le titre a d'emblée attisé ma curiosité, et d'autant plus quand j'ai découvert le parcours de son auteur. Un parcours déroutant et engagé, une vraie question de sens. À 27 ans, mon invité a déjà pris une année sabbatique et réalisé un voyage presque initiatique. Enseignant, éducateur, chercheur de sens dans l'âme et à la recherche du meilleur pour l'homme, il a voulu confronter ses représentations du métier d'enseignant et de l'éducation en allant à la découverte de ce qu'il nomme les pédagogies alternatives et ce dans plusieurs pays. Je suis ravie d'accueillir pour EducCare Émile Lemesne. Bonjour Émile et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Alors en préparant ce podcast, le tutoiement s'est glissé dans notre échange, donc nous allons poursuivre dans cette conversation. En préambule, dans ton livre, tu cites Adolphe Ferrière avec un texte qui pourrait donner le ton volontairement polémique. Je ne citerai que 2 ou 3 passages. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'elle n'eût aucun but. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles closes. D'emblée, aurais-tu eu envie de bousculer tes lecteurs ? Eh bien, je pense que d'emblée, j'avais envie de bousculer les lecteurs, oui, en tout cas bousculer les gens qui pourraient s'intéresser à mon discours. Mais surtout, c'était un petit peu l'éducation que moi-même j'avais reçue que je voulais bousculer, je pense. Puisque pendant toute ma scolarité, je m'étais senti un petit peu enfermé. Alors, parfois, avec pas mal de réussite scolaire et parfois avec un petit peu moins selon les années, mais en tout cas, même lorsque j'étais en réussite scolaire, je me sentais quand même pas vraiment épanoui à l'école, très enfermé. Donc, c'est vrai que de lire ces phrases-là, moi, ça me parlait. Le ton au début de ce que j'ai écrit pour le livre était assez peut-être agressif. Et d'ailleurs, en retravaillant avec l'éditrice, on est revenu sur tout ça, et je pense que la suite du livre l'est nettement moins. On est tout à fait d'accord, on en reparlera. Alors c'est vrai que c'était un peu de la provocation pour commencer, mais quand on débute le livre, on se dit où va-t-il nous emmener ? Alors justement, en 2016-2017, tu as voyagé pendant 7 mois dans plusieurs pays du monde et tu as découvert in situ plusieurs méthodes pédagogiques alternatives. En quoi ce tour du monde est apparu une évidence à vivre ? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette aventure ? Mais initialement, je n'avais pas la vocation de devenir professeur des écoles, ni forcément travailler avec des enfants, puisque j'avais étudié le droit en Allemagne, dans l'optique de travailler dans la diplomatie. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé à travailler avec des enfants, d'abord lors d'un stage à l'ambassade de France au Monténégro, où je suis allé dans un camp de réfugiés, et où je me suis intéressé à l'action de certaines associations qui intervenaient auprès des enfants du camp. En revenant en Allemagne, je me suis mis à travailler dans une autre association qui intervenait auprès d'enfants réfugiés roms des Balkans. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses qui m'intriguaient au contact des enfants et dans le domaine de l'enseignement que dans le domaine finalement de la diplomatie qui est très très large, assez peu concret. Et donc, la première approche que j'ai eue était un petit peu de l'ordre de l'expérimentation. Pas du tout théorique, puisque je n'avais eu aucune formation A priori, en amont. en amont. Et donc quand je me suis mis à lire des livres sur les pédagogies dites alternatives ou innovantes, ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais bien conscience que parfois entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il peut y avoir une différence. C'est ce que j'avais vécu avec la diplomatie ou avec le droit, de voir qu'il y avait un grand décalage entre tout l'enthousiasme que me faisaient vivre mes lectures et puis ce que je pouvais vivre ensuite sur le terrain. Donc ça s'est un peu imposé d'aller voir concrètement à quoi ça pouvait ressembler, à ce qui était prôné, prêché par divers pédagogues ou gouvernements. Ouais. Donc, aller concrétiser un petit peu plus en fait en fonction de tes lectures. En tout cas, tu as eu le goût au niveau de l'éducation et après te dire comment je peux aller un peu plus loin et comment ça peut peut-être faire partie d'un futur au niveau métier. Alors justement, ce besoin, cette envie, cette nécessité d'aller toucher du doigt d'autres réalités, d'autres mises en œuvre, on va dire, avant de commencer à te former, tu l'as vécu avant de te former de manière académique, hein, puisqu'on reparlera de ton parcours. Mais qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté d'aller voir sur le terrain ?
Alors la première chose que ça m'a apporté, c'est que ça m'a beaucoup motivé de voir des gens motivés et de voir des profs motivés, puisque c'était essentiellement des profs que j'ai vus dans différents pays. Et ça m'a aussi rassuré, réconforté de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec des enfants de manière différente et qui s'interrogent et qui font leur métier avec plaisir. Et donc, moi, je n'avais pas encore été prof, j'avais travaillé comme animateur ou fait des stages euh, dans des MEX, donc auprès d'enfants qui voilà, sont placés. Mais j'avais une image assez négative, je dois le dire quand même, hein, de tout ce qui était enseignement. Ça ne m'intéressait pas du tout avant. Et donc là, de voir autant de gens qui faisaient des choses que je trouvais très chouettes, ça déjà, c'était motivant. Ensuite, ça m'a aussi permis de voir que ce qui était un petit peu le curseur, selon moi, d'une éducation réussie avant, c'était pas forcément le curseur que j'allais conserver. Donc au début, je pense que ce que je voulais voir, c'était vraiment pourquoi est-ce qu'il y a des systèmes plus inégalitaires que d'autres, des systèmes qui font réussir à peu près tout le monde, quel que soit le milieu social d'origine des élèves, d'autres non. Mais je restais quand même sur une vision de la réussite assez normée, ce que j'avais vécu aussi lors de ma scolarité. En tant qu'élève. En tant qu'élève. Et donc, en voyant des élèves dans des classes, je me suis rendu compte que les critères que je m'étais écrits au début pour voir ce que je trouvais bien ou pas bien changeaient. Donc, c'était passé essentiellement vers observer le comportement des élèves vis-à-vis des tâches et vis-à-vis des enseignements. Et surtout voir à quel point ils avaient l'air ou non motivés et engagés dans les tâches et à quel point ils pouvaient aller loin. Et donc, je pense que le critère essentiel, c'est devenu pour moi la motivation. Est-ce que les élèves étaient à fond ou pas? Voilà. Ce qui leur donnait envie de s'investir et d'y aller ou pas du tout. D'avoir de l'allant. Quoi. Et ça rejoint pas mal de réflexions, de remarques que je m'étais faites avant sur mes camarades de fac qui avaient assez peu d'allant, alors que c'était toutes surtout, parce que c'était des filles, des personnes qui étaient performantes à l'école et qui, a priori, étaient plutôt vouées à avoir une vie agréable et pleine d'allant si on en croit ce qu'on nous vend quand on fait des études, d'autant plus des études internationales et tout ça. Donc ça, je me suis vraiment dit, mais comment faire pour que les gens aient de l'allant, alors dès l'enfance et puis après en tant qu'adulte Allons aussi. creuser, allons chercher un petit peu. Ok. Alors d'emblée aussi, dans ton livre, tu parles de pédagogie de ce fait alternative. Peux-tu définir ce que sont pour toi les pédagogies alternatives par rapport aux pédagogies traditionnelles? D'abord, on va commencer par ça. Alors, il y a énormément de choses différentes qu'on peut entendre sous le terme de pédagogie alternative. Et en fait, elles sont regroupées dans cette expression-là, uniquement parce qu'elles sont une alternative à la norme qu'on retrouve dans plein de pays, aussi bien dans le système public ou privé. Une norme qui part d'un constat qui est de dire qu'en général, l'éducation, c'est un programme a priori national qui est imposé à des apprenants et ce programme il est imposé en général par la figure d'un professeur qui transmet ce programme de manière assez descendante en suivant des progressions qui sont très organisées. Très cadrées. Très cadrées et l'élève est globalement passif, il n'a pas beaucoup de choix ou des choix qui sont uniquement à la marge et il est assez peu acteur de ses apprentissages. Donc un point commun des mouvements dits alternatifs c'est de dire nous on veut sortir de ce cadre-là. Mais il y a des choses très très différentes. On a des écoles alternatives d'extrême droite, d'autres qui sont ultra-libertaires, d'autres qui sont spirituelles. Donc, voilà, un large panel, en fait. Il y a un large panel, elles sont toutes assez différentes les unes des autres. Okay. En quoi ces pédagogies alternatives peuvent modifier la posture d'un enseignant ? Je pense que lorsqu'on s'engage dans l'un de ces types de pédagogie, on est déjà un peu contestataire puisque on veut montrer qu'on n'est pas dans la norme, pas dans le mouvement mainstream de l'éducation et donc c'est un petit peu comme quand on change de religion, alors on trouve des choses qui nous parlent ailleurs et je pense qu'on est assez ça contribue à l'estime de soi, de se dire j'ai réfléchi et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et donc je vais vers un autre modèle ou je vais construire mon propre modèle en fonction des personnes. Donc je pense que c'est surtout cette partie un petit peu contestataire que ça traduit. Et peut-être aussi derrière une question de cohérence, de sens ou pas ? Je pense qu'effectivement le fait de contester la norme, ça va avec le fait qu'on vit mal la norme. Et donc oui, sans doute qu'on a besoin de trouver du sens ailleurs dans ce qu'on fait et qu'on n'arrive pas à le trouver dans la norme. D'où cette recherche. Alors, qu'est-ce qui ne te convenait pas dans cette approche justement traditionnelle ? Qu'est-ce qui fait que justement cet ailleurs
t'appelait ou tu avais une curiosité pour trouver d'autres pédagogies peut-être plus adaptées au public que tu pouvais avoir, ou même pour toi-même, pour le vivre? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'était vraiment l'expérience personnelle de dire que moi, ça n'avait pas convenu, que j'avais été, je dirais pas malheureux, peut-être pas exagéré, mais en tout cas pas toujours épanoui à l'école. Très souvent, je m'étais soit ennuyé, soit senti sous une pression folle, sans vraiment comprendre pourquoi, et que en voyant des camarades, c'était le cas pour beaucoup de gens. La deuxième, c'était de se dire que globalement, les adultes n'avaient pas l'air particulièrement heureux, même ceux qui avaient réussi, et que ceux qui n'avaient pas réussi l'étaient encore moins en général, et que finalement le système éducatif entraînait beaucoup de déséquilibre chez les personnes, et que donc ça c'était assez problématique. De déséquilibre aussi au niveau mondial, puisque visiblement, même avec un système éducatif performant dans beaucoup de pays, on n'arrivait quand même pas à avoir des conditions de vie qui permettent à tous les individus d'être heureux, de vivre dans la dignité. Donc ça, c'est quand même assez embêtant, je trouvais, même dans des pays aussi développés que les pays dits européens. Et un dernier aspect qui, moi, me dérangeait, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui fait que le système éducatif reste très inégalitaire et que finalement, il va donner les possibilités à une élite de conserver son pouvoir et puis reléguer des gens qui ne font pas partie à la naissance d'une certaine élite. Au service de cette élite, quoi. Comment ça se fait que malgré les discours d'égalité des chances, en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans les chiffres? Donc derrière, on sent bien que si on n'a pas forcément les codes scolaires, ou en tout cas si on n'entre pas dans un moule d'une certaine manière, on ne répond pas à ce qui nous est proposé, on peut vraiment ne pas avancer, ne pas réussir. Et forcément, ne pas forcément non plus être très heureux à l'école. Alors déjà, effectivement, quand on rentre pas dans ces codes, on n'est pas heureux à l'école. Après, il y a des gens qui peuvent réussir, enfin c'est un discours qu'on sort souvent, on peut réussir même sans avoir été bon à l'école, mais n'empêche que la réussite, déjà, elle se mesure essentiellement matériellement par l'argent qu'on peut gagner, et cet argent qu'on peut gagner, il est en général réservé plutôt à des gens qui ont étudié ou qui sont dans la norme de ce qui est attendu. Donc effectivement, si on veut réussir dans le système actuel, il faut mieux entrer dans le moule, quoi. Alors si on vient justement à ces pédagogies alternatives dont tu as parlé et que tu as pu découvrir dans certains pays, donc tu as questionné certaines pédagogies, entre autres Freinet, Montessori, Steiner, entre la théorie et la pratique de terrain, quel écart as-tu constaté? Parce que c'est ça qui est aussi intéressant de voir entre l'image ou ce que tu avais lu, concrètement sur le terrain, il s'est passé quoi? Belle découverte ou pas? Alors, c'était toujours des belles découvertes. Il y a des pratiques qui étaient vraiment similaires à ce qui était écrit. Je pense par exemple à Montessori dans les écoles Montessori, on fait ce qui est écrit dans Montessori. D'ailleurs, c'est vraiment le point commun de toutes ces écoles, c'est qu'on veut absolument faire ce qu'a dit Montessori. Si ça n'a pas été dit par Montessori, on ne le fait pas en général. Donc là, on ne peut pas sortir de la norme d'une pédagogie alternative, c'est intéressant. Ouais, c'est souvent ça qui m'a frappé, c'était de me dire que finalement on sort d'une norme pour aller dans une autre. Peut-être convient à certaines personnes, mais ça reste une norme, donc forcément elle ne peut pas convenir à tous les élèves. Peut-être qu'elle convient aux profs, mais bon, aux élèves, pas forcément. C'est quand même aux élèves qu'on doit faire attention en premier lieu. Donc oui, une des découvertes, c'était un peu ça, mais c'était pas forcément une découverte par rapport aux écrits de ces gens-là, parce que Maria Montessori est assez catégorique quand même sur ses pratiques, même si elle dit qu'il faut qu'on se saisisse de ce qu'elle a créé pour le faire évoluer. Il ne reste pas moins que les témoignages sur ses visites de classe et tout ça montrent bien qu'elle n'était pas forcément très ouverte au fait qu'on modifie ce qu'elle avait imaginé. Et ce qui arrive très souvent quand quelqu'un imagine quelque chose, il n'a pas très envie que ce soit ensuite fait autrement que ce qu'il avait imaginé, quoi. Mais oui, il y avait quand même un point commun de ces différentes pédagogies. Steiner, par exemple, aussi, c'était de se dire qu'en fait, les gens font ce qui a été dit par une personne, et ce qui finalement, on peut se demander, est-ce que c'est pas même plus pauvre que d'être dans la norme, d'une certaine manière, parce qu'au moins la norme, généralement, a été construite par plusieurs personnes, plusieurs pensées, et qui finalement arrivent à donner une norme. Mais là, vraiment, on fait ce que Steiner a dit, quoi, ou Montessori a dit, donc ça reste assez restreint. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Après, pour le coup, je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes à prendre dans ces diverses pédagogies.
Donc c'est vraiment d'aller piocher aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément rester uniquement dans une pédagogie alternative, mais de se dire peut-être que je peux aller prendre ça parce que ça pourrait aider tel enfant, et ainsi de suite. On est vraiment dans une approche multi-approche. Ouais, et ben c'est d'ailleurs ça qui m'a le plus plu dans une école, notamment en Nouvelle-Zélande, que j'ai pu voir, c'était ce côté de dire, bah, on n'est pas dogmatique, il y a des choses intéressantes dans différents systèmes, qui ont été pensés par différentes personnes, donc bah, en fonction de ce qu'on voit qui marche plus ou moins avec les élèves, bah, on peut changer, on peut réfléchir nous-mêmes aussi à ce qu'on aimerait insuffler comme souffle à notre pédagogie. Ce ne sera pas forcément la même chose que dans l'école du voisin, et c'est pas très grave, quoi. En tout cas, on se saisit de ce qui existe et puis on en fait quelque chose qui nous est propre et qui surtout conviendra aux enfants. Donc dans ce que j'entends, il y a vraiment le mot à la fois s'adapter, adapter au groupe classe, adapter à l'élève, adapter aussi à un contexte particulier, parce qu'on ne va pas enseigner de la même manière en Nouvelle-Zélande ou en Finlande, même si on retrouve des choses communes, mais il y a aussi une manière d'être et une autorisation, j'allais dire, à faire différemment. Bah, je pense effectivement qu'on n'enseigne pas exactement de la même manière en fonction du lieu où on est, du La contexte, culture. de la culture, de ces aspects-là. Euh, Après, il y a quand même des points communs qui peuvent être repris et c'est d'ailleurs ça ce qui s'est passé avec les différents mouvements alternatifs, c'est qu'ils se sont imposés dans des régions du monde très très différentes, alors qu'ils partaient, pour ceux qu'on connaît, essentiellement d'Europe. Et donc on en a ensuite en Amérique du Sud, en Afrique. Bon. Donc je pense qu'il y a pas mal de points communs, mais effectivement, il faut que les gens s'en saisissent. Et je pense que pas forcément tant par rapport aux milieux dans lesquels on va les utiliser, mais plutôt par rapport aux professeurs eux-mêmes, aux enseignants, et comment ils se sentent dans leur pratique. Est-ce qu'ils voient que ça a des impacts? C'est vrai qu'en fonction de notre personnalité, il y a des techniques qui vont plus ou moins bien marcher. Peut-être que quelqu'un d'autre utilisera une pédagogie Montessori avec beaucoup de succès, moi moins. Donc ça dépend aussi de son propre profil d'enseignant. Oui, je pense que ça dépend de notre caractère, notre vécu. Donc ça aussi c'est intéressant de remarquer qu'en fait on va vraiment enseigner avec ce que l'on est et on va aller prendre ce qui va nous correspondre et qui correspondra aussi aux élèves. Mais on ne peut pas non plus se faire violence dans le fait de s'imposer quelque chose qui ne nous correspondra pas forcément. Oui, effectivement. Je ne pense pas qu'il faille se faire violence. Et après, je pense que c'est aussi... il y a une ouverture d'esprit à garder, quelle que soit la pédagogie qui nous convient le plus. Puisqu'on on veut apprendre aux élèves à apprendre et être ouvert d'esprit, autant soi-même rester dans une disposition ouverte. Et l'être également, et de ce fait, ça fait aussi un peu, non pas modèle, mais en tout cas, on cherche avec eux. Et ça peut être aussi une bonne manière de fonctionner. Effectivement. Okay. Alors, quelle est ta plus grande désillusion par rapport à ce que tu as observé? Et puis, est-ce qu'à d'autres moments, tu as vu l'intuition de certains de ces pédagogues confirmée? Alors, sur les plus grandes désillusions, l'une, ça serait dans les écoles Steiner ou Waldorf. C'était de constater que les élèves sont disposés en randonnion dans la classe, qu'ils sont très nombreux par classe, et qu'ils apprennent tous la même chose en même temps, mais d'une façon très très poussée. Donc tout le monde lève la lettre A en même temps et dessine la lettre A en jaune en même temps. Et donc vraiment, on dirait l'usine un petit peu. Alors ça reste poétique puisque les élèves vont dessiner, vont chanter, vont faire des sortes de petites, on dirait des prières, ça fait un peu bizarre des prières, mais ça reste des chansons à la nature, des choses comme ça. Donc il y a une sorte d'enveloppe spirituelle ou poétique, et finalement dans cette enveloppe on met un système qui est hyper traditionnel et cadré. Et tous les élèves doivent passer par le même cursus et les mêmes matières, il n'y a pas de liberté de décision de la part des élèves dans ce cursus. Très uniformisé alors. Très uniformisé. Après par contre ce qui est intéressant tout de même, c'était de voir à quel point les élèves allaient pouvoir aborder des disciplines très variées, hein, c'est ça. Ce qu'on, par exemple, on ne retrouve pas chez Montessori, où certes les élèves peuvent s'organiser comme ils le veulent dans la classe, pour autant leur choix d'activité est limité à ce qu'il y a sur les murs de la classe. Ce qui finalement il revient à faire des maths et du français, enfin en tout cas la langue maternelle des élèves. Un petit peu de géométrie, de géographie, à la mode de 1900, et puis c'est tout. D'accord, mais quand même très circonscrit en fait en termes de compétences ou de connaissances à découvrir, quoi. Ok. Et donc l'intuition, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a des choses qui étaient vraiment confirmées dans ce qui s'est vécu ou pas? Et alors pour ce qui était confirmé, c'est vrai que j'étais parti avec une vision plutôt positive des écoles démocratiques.
que j'avais découverte assez tardivement par le biais d'une vidéo qu'une amie d'Allemagne m'avait envoyée. Et en voyant cette vidéo de présentation d'une école démocratique Sudbury, je m'étais dit c'est incroyable ce projet d'une école futuriste, utopique qui n'existe pas encore. Et puis en fait, cette école existait. Et donc de voir une école où les élèves pouvaient choisir ce qu'ils font et leur projet, ça m'avait pas mal inspiré. Et dans un sens, le fait de donner le loisir aux élèves de travailler à des projets qui leur tiennent à cœur, ça a été confirmé. Enfin, l'utilité de ce genre de pédagogie a été confirmée quand j'étais dans une des écoles en Nouvelle-Zélande, à Otafiti. Dans un autre sens, le fait de laisser les élèves toute la journée livrés à eux-mêmes avec des enseignants qui ne se disent pas enseignants, mais qui sont juste des membres de la communauté éducative, ça me semblait être questionnable aussi. Et donc c'était ça qui était intéressant justement, de voir vraiment découvrir, quoi. Oui, et puis jusqu'à quel point on peut aller dans cette liberté qu'on laisse aux enfants, parce que parfois il n'y a pas trop de liberté et du coup les enfants ne font plus rien du tout. Est-ce que c'est une vraie liberté? Parce que dans ce qui est dit quand même dans cette école-là, on sent bien que les enseignants sont là pour conseiller, hein, ils sont là pour encadrer et interviennent en fonction des besoins, mais en tout cas il y a une vraie présence. On dirait plus que c'est du compagnonnage ou pas? Il y a une des écoles en Nouvelle-Zélande qui était vraiment une école type Sudbury, donc qui laisse les élèves faire ce qu'ils veulent dans la journée. Des activités sont parfois proposées, mais même ça, c'est quand même discuté, remis en cause par certains pédagogues de ce mouvement-là. Et par contre, dans l'école qui m'a beaucoup plu, c'est vrai que là, il y avait un fort accompagnement des enseignants, qui se disaient d'ailleurs enseignants, et qui donnaient beaucoup de conseils, qui orientaient, qui donnaient des méthodes. C'était très basé sur les méthodes de travail pour que les élèves puissent aller au bout de leurs projets, de leurs idées, et apprennent réellement des choses. Alors c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, entre s'adapter, adapter, conseiller. On a vraiment un rôle d'enseignant qui est différent de ce qu'on pourrait avoir dans une classe, on va dire, avec une pédagogie un peu plus traditionnelle, où on impose, où c'est descendant, et là on se dit, on accompagne le mouvement et le choix de l'élève. Donc la motivation n'est pas du tout la même, c'est ça? La motivation de l'élève n'est pas du tout la même. Déjà, ils sont motivés, ce qui n'est pas forcément le cas dans des classes plus classiques. Ils sont motivés par leur projet, ils peuvent travailler seuls ou à plusieurs, et l'enseignant est là pour accompagner, conseiller. Il y a très très peu de pédagogie transmissive. Donc ça arrive quasiment rarement qu'on voit le prof en train de raconter un truc aux élèves. C'est l'élève qui choisit et qui va découvrir? Oui, et puis le prof organise le milieu, donc il fait intervenir des gens de l'extérieur, il organise des sorties, il organise des activités de groupe. Donc finalement le prof est assez discret, il anime les temps de début de journée, les temps de fin de journée, mais sinon on l'entend assez peu. Il y avait aussi par contre des petits groupes de travail qui étaient des groupes de besoins et qui là étaient animés par l'enseignant de manière un peu plus traditionnelle, mais avec 8 à 10 enfants qui travaillaient sur une notion en maths par exemple ou en français qui faisait défaut aux petits groupes. Donc il y avait ce côté des essentiels, mais qui prenaient assez peu de place et qui surtout étaient adaptés aux besoins des élèves. Donc certains élèves très autonomes, très avancés, peut-être 1 heure par jour de ce genre de cours plus traditionnels, d'autres 3, mais déjà pas plus que 3, et surtout tout le monde recevait ce dont il avait besoin. Donc là c'est une vraie différenciation en fait. Alors là il y avait la différenciation. Là ça existe vraiment, à bloc. C'est ce que j'entends. Alors, à quel moment, parce que ça c'est aussi intéressant, à quel moment de ton voyage, ça a été une évidence pour toi, en fait, de vraiment choisir ce métier d'enseignant? Puisque tu as exprimé au début que tu es d'abord parti vers le droit et qu'à un moment donné, en fonction de tes expériences de terrain, d'éducateur, animateur, tu t'es posé des questions et tu as... Ce voyage s'est quand même mis en place pour ça, pour aller voir si c'était bon pour toi et si tu avais envie de t'engager dans ce métier. Alors, qu'est-ce qui t'a vraiment fait basculer en disant... Oui, en fait, c'est ça, je vais me lancer. À quel moment? Est-ce que ça s'est fait à la fin, au milieu? C'était quand? Je pense que dès le début, ça s'est fait, puisque dès le début, ça m'a intéressé. J'ai commencé par avoir des écoles en Allemagne, en Angleterre, donc Steiner, Krishnamurti aussi. Et ce n'était pas des pédagogies où je me disais, moi, je veux mettre ça en place, mais il y avait des éléments qui m'intéressaient. Donc, à chaque fois que j'allais voir une nouvelle école, il y avait des choses qui m'intéressaient. Je me disais, ça, j'aimerais bien le prendre. Ça, je collecte et on verra après. Ouais, donc je me projetais quand même beaucoup sur une future classe. Et aussi, j'aime bien être actif. Et donc là, c'était quand même 7 mois où je n'étais pas actif, j'étais purement en observation.
Et à un moment, je me disais, bon, bah, maintenant, il est temps que ça serve à quelque chose, parce que c'est agréable de rencontrer des gens, discuter. D'interviewer. Oui, on n'a pas de pression non plus, Mhm. puisque personne n'attend rien de nous. Mais j'avais envie d'en faire quelque chose. Et donc, je m'étais inscrit au concours donc, du CRPE dans le public avant de partir en voyage, dans l'idée que, avant de critiquer trop fortement l'incapacité du système à changer, il fallait quand même voir un petit peu quelles en étaient les réalités. Et puis aussi, je voulais travailler dans une école qui soit gratuite. Mhm. Et donc, voilà. Donc ce choix, ok. Donc, ce choix du public et pas d'une école alternative Mhm. quelconque Alors, ailleurs, quoi. d'accord. Alors, de ce fait, quelles sont pour toi les méthodes qui ont fait leurs preuves et que tu conseillerais de tester véritablement dans ce que tu as vu? Alors, ça dépend toujours de quels sont les critères de réussite qu'on a en tant que prof Donc ça, dans c'est ce bien d'avoir métier. ça en tête. Vers quoi on veut aller exactement. Euh, et en tout cas, bon, généralement, on veut que les élèves réussissent dans les disciplines qu'ils abordent, mais globalement, de toute façon, pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils soient motivés. Donc, je pense que la motivation, elle reste Enfin, il faut en premier lieu éveiller la motivation de ces élèves. Et bon, les recherches à motivation ont montré qu'essentiellement, il y avait trois aspects auxquels il fallait faire attention quand on veut motiver les élèves. Le premier, c'est de leur donner une certaine possibilité de faire des choix, donc de l'autodétermination. Après, on peut mettre en fonction de sa propre personnalité le curseur plus ou moins loin, en fonction de ce qu'on arrive à faire aussi. Ça peut être de dire que bon, bah, on a 1 heure par semaine ou par jour pour que les élèves travaillent sur leur propre projet, par exemple. Ensuite, un autre critère, c'est celui pour se sentir motivé, il faut qu'on se sente efficace, compétent, et que parfois ça suffit de se sentir compétent dans un domaine pour avancer dans l'activité. Et on peut se retrouver à faire des choses très scolaires en étant hyper motivé. Donc même prendre des maths par exemple, Mhm. le fait de faire une leçon magistrale sans différencier réellement, et ben, c'est vrai que ça ne peut pas marcher de toute façon. Donc, il faut pouvoir rendre les différents élèves compétents dans ce qu'ils font et garder ça en tête. Après, c'est un petit peu dur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont disponibles pour différencier, en tout cas parmi les manuels scolaires. Mhm. Et en tout cas, il faut que je pense garder cet aspect en tête, de rendre les élèves compétents dans ce qu'ils font. Et un troisième aspect qui a l'air assez essentiel pour que les élèves soient motivés, c'est le fait qu'ils sentent qu'ils appartiennent à un groupe. Alors ça peut être un petit groupe dans la classe, ça peut être le groupe classe, le groupe école, mais en tout cas qu'il y ait des actions qui soudent les élèves les uns avec les autres. C'est vrai qu'à l'école, Faire communauté, traditionnellement, c'est ça? Ce oui, serait on ça? a peu de Ok. temps pour faire communauté. Donc Mhm. on a les récréations où là, tout à coup, on se retrouve face à 150 enfants ou de 1700 selon la taille de l'école. Mais dans la cour et il n'y a pas d'activité vraiment organisée. Il faut sociabiliser avec des gens qu'on trouve par hasard. Il y a pas mal d'éléments un peu violents qui interviennent. Bon, c'est pas le meilleur moyen de faire société dans l'école. Donc, en tant qu'enseignant, des pratiques qui font qu'on peut faire société dans la classe, ne serait-ce que les conseils de classe, enfin conseils d'élèves, peu importe comment vous les appelez, mais le fait d'organiser des débats, en tout cas des moments où les élèves peuvent se parler, peuvent travailler ensemble, donc que ce soit des activités d'entraide, euh, de tutorat, et ben, je pense que là, ça contribue à faire que les élèves se connaissent sous d'autres aspects que juste les préjugés qu'on peut avoir dans la cour de récréation, qui est cool, qui est pas cool, et que ça peut contribuer à faire que globalement on se sente mieux et qu'on soit plus motivé pour apprendre et faire ce qu'on travaille en fait. Mhm. Donc à la fois être aussi dans des groupes ou dans des projets où on partage un apprentissage, où on questionne ensemble, ça peut être aussi un moyen de se rapprocher et de faire communauté. Donc déjà là, on a quelque chose de différent qui peut bouger par rapport à une pédagogie, on va dire, classique. Oui, bah c'est vrai que si on peut échanger dans le cadre d'un projet qui a du sens pour toute la classe, alors je pense par exemple à un projet solidaire Mhm. où les élèves ont décidé de mener une action positive pour changer un aspect de la société qui ne leur convenait pas. Bah, si les élèves travaillent ensemble sur ça, déjà ils ont une mission commune, ils sont obligés de coopérer. Euh, et ça, il y a un objectif commun, et ça c'est quand même plus motivant que si on vient le matin, on ne sait pas trop pourquoi. Et qu'on va chercher la note. On va chercher la note, et bah, Mhm. en plus on se compare, c'est pas agréable de se rendre compte que bah, on n'est pas le meilleur du tout, forcément on se juge soi-même tout le temps. Donc là, au-delà de dire qu'il faut ou pas donner des notes, juste de faire qu'il y ait des objectifs communs et que Mhm. les élèves puissent se parler, je pense que déjà ça Ce marche serait plutôt déjà une bien. première avancée en termes d'expérience. Est-ce qu'il y aurait une autre
comment dire, une autre méthode ou une autre façon de faire qui serait vraiment en dehors de la motivation, hein, quelque chose qui pourrait aussi entraîner les enfants à se sentir bien et à se dire, ben voilà, j'ai ma place et je peux avancer avec les talents que j'ai, et même si c'est pas le talent de l'autre, c'est pas grave. Déjà, donner l'opportunité d'explorer des domaines divers dans la classe, qui ne soient pas que des disciplines purement scolaires, essentiellement du français et des maths, je pense que ça permet à beaucoup d'élèves de regagner confiance en eux, de se dire, bah, ok, je ne suis peut-être pas le plus fort en maths aujourd'hui, mais c'est pas très grave parce que j'ai d'autres moyens de me définir et que je ne me définis pas uniquement par rapport à ça. Ça peut être dans des domaines artistiques, des domaines manuels. Alors évidemment, à l'école, on a les cours d'art plastique, mais c'est la seule activité qui ne soit pas vraiment scolaire, qui soit organisée. Sinon, on n'a aucun travaux manuel, ça a été totalement abandonné ça depuis belle lurette, alors que dans des pays comme en Scandinavie, où pour le coup on ne parle pas de pédagogie alternative, mais c'est la norme sur place, les élèves ont tous des cours de cuisine, couture et menuiserie J'ai vu toutes aussi, les oui. semaines. Et ça, c'est la norme, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse ne pas avoir ça ailleurs, quoi. Et les élèves, du coup, peuvent se découvrir et découvrir certains talents qu'ils peuvent avoir ou certaines appétences qui, après, en plus, peuvent être reportés sur des disciplines plus scolaires, plus traditionnelles. On peut transférer, en fait, c'est ça. Oui, les transferts. Si on gagne en confiance dans un domaine, écoute, pourquoi on ne pourrait pas y arriver dans un autre, finalement. Alors, de ce fait, on est bien dans un changement de posture. Un changement de posture comme ça demande du temps. Si en t'écoutant, on se dit, oh, ça serait vraiment intéressant de travailler, par exemple, en projet, ou donner plus de possibilités aux enfants de choisir, par exemple. Quel temps ça peut prendre de se lancer dans ce genre de méthode ou de projet particulier? Est-ce qu'on se dit il faut se lancer sur tout, ou sur quoi on pourrait commencer? Est-ce qu'on travaille d'abord la motivation? Comment on peut faire? Alors je pense que la motivation, ça peut rester un peu le curseur de ce qu'on doit garder en tête quand on lance une activité, il faudra que les élèves soient motivés, sinon ils ne la feront pas cette activité. Donc quelle qu'elle soit, ça ne marchera pas. Mais pour ce qui est de quoi changer en premier, je pense qu'effectivement on ne peut pas tout changer d'un coup parce qu'on se retrouve débordé. Les élèves sont sans repère parce que nous-mêmes on ne sait pas trop où mettre le cadre, vers quoi on va. Et donc ça peut devenir très très dur et on peut avoir tendance ensuite à tout arrêter, à revenir à un truc hyper normé, plus que la norme encore, et c'est pas du tout satisfaisant. Donc peut-être que c'est de commencer par choisir un aspect qui nous plaît particulièrement, peut-être que c'est faire école dehors par exemple qui nous parle, peut-être que c'est de faire les projets personnels, et donc de commencer sur des temps assez courts, de gagner en confiance sur ces aspects-là, et après de voir sur quoi on peut travailler d'autres. De déployer davantage au fur et à mesure, mais de prendre le temps pour commencer, et peut-être travailler en équipe aussi, non? Pas tout seul? Ça c'est toujours plus agréable, réfléchir et plus ensemble. Motivant pour le prof aussi de faire partie d'une équipe, c'est sûr. Maintenant on sait que c'est pas toujours facile, et j'ai rencontré pas mal d'enseignants dans d'autres écoles qui sont des enseignants qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup plus que moi, et qui changeaient les choses dans leur classe, mais qui me disaient je suis tout seul en fait. Alors, on ne peut pas en parler avec les collègues, ou quand j'en parle, on n'écoute pas, ou on met des bâtons dans les roues, et ça c'était dit par des profs qui, quand je voyais leur classe, un fonctionnement de classe qui roulait, c'était vraiment les experts dans leur des gens qui avaient l'air d'être assez experts dans ce qu'ils faisaient. Donc j'imagine bien que pour des gens qui ne sont pas encore experts, ça doit être d'autant plus difficile de se sentir légitime dans ce qu'ils font, par rapport à des gens qui vont les regarder avec beaucoup plus d'ancienneté et dire non mais Coco, ce que tu fais c'est pas la bonne manière de faire, quoi. Donc oui, je pense que c'est assez indispensable d'avoir du soutien. Moi j'ai eu de la chance parce que dans l'académie où j'étais les 2 dernières années, c'est vrai que l'IEN et les CPC étaient ouvertes sur beaucoup de pratiques, notamment par exemple la classe dehors, ce qui n'est pas le cas dans toutes les circonscriptions. Et donc c'était relativement simple de mettre en place des choses. Dans d'autres circonscriptions, c'est que c'est pas forcément le cas. Donc oui, se sentir entouré, c'est assez essentiel. Alors à la fois il y a se sentir entouré, donc oser, et on a l'impression aussi en lisant ce que tu as découvert, que le cadre, l'espace scolaire, il est aussi hyper important. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur l'aménagement, sur l'aménagement? Ça c'est un aspect qui je pense est important, comment on aménage la classe pour que les élèves puissent
travailler dans des modalités qui sont un petit peu différentes. Maintenant, je pense que souvent, on a un petit peu tendance à se focaliser sur le mobilier en premier et que du coup, surtout chez ceux qui aiment bien Montessori, c'est de se dire, bon, bah, maintenant on a le mobilier Montessori, d'accord, mais c'est pas parce qu'on a le mobilier qu'on change ses pratiques. On peut inversement avoir des tables carrées, pas incroyables, qui permettent pas de faire une classe très flexible, et pour autant travailler d'une manière qui reste très flexible, avec des élèves qui peuvent changer de place, travailler en groupe, en binôme. C'est vraiment un état d'esprit, on est Je d'accord. pense que c'est plus un état d'esprit. Mhm. Évidemment, le mobilier facilite le changement de pratique. L'espace aussi, quand même. L'espace aussi, mais c'est sûr que en fonction de l'école dans laquelle on est, on n'a pas forcément le budget. Parfois, on arrive dans une classe où on sait qu'on va rester un an, on va repartir. Donc voilà, le mobilier, le matériel a déjà été acheté l'année d'avant. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire que ça nous empêche de changer nos pratiques pédagogiques, parce que sinon, on fera rien. Potentiellement, on ne fera rien avant des années. Avant d'avoir sa classe avec un budget conséquent, et ce qui parfois n'arrive jamais. Avant tout, un état d'esprit. Je reviens sur l'idée d'adaptation. Voilà, c'est vraiment un regard qui est peut-être différent sur le métier et sur l'élève, c'est-à-dire comment j'emmène ces élèves-là, cette classe-là, cette année-là, vers leur réussite. Donc, c'est pas uniquement la réussite que moi je me suis imaginé pour eux, académique, même si on sait à quel point c'est essentiel dans le monde qu'on ne va pas changer tout seul. Mais déjà, les mettre eux dans une forme de réussite, au moins ça leur fera du bien, satisfaisant. Et la plus proche de leur réussite, on est bien d'accord. Et ça leur donnera des armes pour éventuellement réussir de d'autres manières dans le système. Alors, en ce moment, on parle énormément des neurosciences affectives et sociales. Est-ce que tu as pu creuser un petit peu cette partie-là quand tu es parti aussi en voyage? Est-ce que tu as pu identifier une manière d'être où on voit que les compétences affectives et sociales sont vraiment développées? Est-ce que ça, tu as pu le voir? La notion de bien-être, quand on travaille en groupe, par exemple, le respect des règles, le respect de l'autre, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues et qui pourraient être modélisées ou utilisées? Donc je ne sais pas à quel point ce sont des choses qui sont en lien avec les neurosciences que j'ai pu constater, puisque ce n'était pas ça que je cherchais à observer à ce moment-là. Et de toute façon, si on en croit même Stanislas Dehaene, il faut encore être un petit peu circonspect par rapport aux neurosciences, parce qu'on sait pas, elles ne sont pas totalement abouties au point de nous dire on peut enseigner de telle ou telle manière, mais sur ce qui est des compétences psychosociales, effectivement, en Finlande notamment, à travers des programmes comme le programme VIA, les élèves apprenaient à vivre ensemble, à faire société, à travers différentes activités, y compris des activités qui permettaient aux plus grands et aux plus petits de travailler ensemble. Et c'est vrai que dans ces écoles-là, de ce que je constatais, les élèves avaient des rapports qui étaient apaisés, respectueux. Après, est-ce que c'était en grande partie lié à ces programmes? Je ne peux pas le dire non plus, je n'ai pas fait d'études sur ça. C'était pas l'angle de la recherche, en fait. Mais j'aurais du mal à imaginer que ça n'avait pas d'impact sur la manière dont les élèves interagissent. En Nouvelle-Zélande, c'était un enseignement qui était moins explicite sur ce qui est de ces compétences-là, mais le fait de faire que les élèves travaillent tout le temps ensemble et qu'il y ait régulièrement, tous les jours, des retours sur comment ça s'est passé au sein du groupe, qu'est-ce qui a marché, pas marché, pourquoi, je pense que ça a contribué aussi beaucoup au fait que les élèves arrivent à réagir bien en travaillant les uns avec les autres, en vivant les uns avec les autres. Et j'avais jamais vu une école où des élèves qui étaient aussi différents cohabitaient aussi bien. Aussi bien. Il y a une vraie relecture en fait à chaque fois, c'est ça, de ce qu'ils ont pu vivre. Alors, on va aborder en fait aussi au cœur de ces pédagogies alternatives quelque chose qui peut faire aussi polémique en ce moment, c'est la place du numérique. Et également, en particulier peut-être, la pratique en classe et l'utilisation des tablettes. Parce que en lisant le livre, on sent bien qu'à un moment donné, tu t'es posé des questions sur l'utilisation du numérique et aussi dans ce que tu as pu voir. Et justement, comment toi tu envisages, ou par rapport à ce que tu as vu, comment tu envisages une utilisation qui soit au service de l'élève, au service de la différenciation, au service de son épanouissement. Comment tu peux nous parler de ça ? Et comment tu as changé d'avis sur l'utilisation? Parce qu'au point de départ, j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément une entrée que tu aurais utilisée. Effectivement, au départ, je n'étais pas du tout un fanat du numérique, y compris à mon échelle très personnelle. J'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir un smartphone.
Et je m'étais jamais trop posé la question de comment le numérique pourrait servir aux apprentissages parce que je n'avais pas été dans des écoles où il y avait tout simplement des outils numériques. Euh, et quand je suis arrivé en Finlande, où pour le coup il y avait des outils numériques partout dans les écoles, c'est vrai que là la question s'est forcément posée de à quoi ça sert. Et dans la plupart des écoles que j'ai vues en Finlande, je suis venu à la conclusion que ça ne servait pas à grand chose. En tout cas, que ça faisait des dépenses gigantesques, puisqu'on avait parfois des écrans d'une taille que je n'avais jamais vue en France ailleurs qu'à la Fnac, qui étaient un peu partout dans l'école et qui affichaient le programme de la journée ou voilà, affichaient des messages encourageants. Euh, et sinon, en classe, finalement, soit on utilisait peu ces outils numériques, soit on les utilisait d'une manière assez classique, donc avec un manuel, tout le monde a le même manuel en même temps. Donc je voyais pas forcément l'intérêt. Jusqu'au moment où, dans une classe en Finlande, j'ai vu des élèves qui se servaient des tablettes pour travailler à des projets qui étaient différents les uns des autres. Et c'est surtout en Nouvelle-Zélande où chaque élève avait une tablette qui lui servait à travailler de manière différenciée que là, je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait avoir un avantage dans le sens où, un, ça donne accès à des ressources gigantesques, rien que pour ce qui est des recherches. Euh, Encore faut-il savoir faire des recherches après. On a de la méthodologie à travailler derrière. Voilà. Okay. Et que deux, avec des programmes adaptés, ça permettait à chacun d'avancer à son rythme, ce qui pour certaines disciplines scolaires, notamment les maths, semble assez essentiel et difficile à mettre en place uniquement avec des manuels, des fichiers, ou même si on parle de fichiers PEMF ou PIDAPI, ce sont des fichiers qui ne permettent pas d'avoir un retour, un feedback ou une rétroaction sur ce que fait l'élève. Donc même si on appelle ça des fichiers autocorrectifs, en fait c'est pas vraiment autocorrectif. On a une réponse à la fin qui est indiquée. Bon, l'élève, même s'il voit qu'il a faux, est-ce que ça l'aide? Pas forcément. Alors qu'avec le numérique, potentiellement, pour l'instant il n'y a pas vraiment d'outils très performants sur ça, mais potentiellement on peut amener l'élève à comprendre pourquoi il a eu faux et lui donner des aides, revenir sur son erreur. Ce qui est dur à faire parfois pour l'enseignant en classe qui a tendance à papillonner d'un élève à l'autre, et puis surtout si les élèves ne font pas les mêmes exercices parce qu'ils sont sur des fichiers autonomes, là ça devient très compliqué pour le prof parfois, et donc pas forcément très efficace pour l'élève. Donc voilà, ce serait vraiment pour l'aspect différenciation et accès à un très très large contenu que je trouve que le numérique a sa place dans les écoles. A toute sa place en fait. Ok, super, merci pour cette précision. Alors, je referais bien un retour sur ton parcours personnel parce que suite à ce voyage, tu as de ce fait choisi de passer le concours, que tu t'étais inscrit auparavant, tu es devenu professeur des écoles, et puis après 4 ans sur le terrain, tu démissionnes. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de sortir du système? Alors, j'ai pas tout à fait choisi de sortir du système, puisque en fait, j'y reste, en tout cas, je veux y rester d'une certaine manière. Puisque justement un des éléments qui m'a pas mal marqué dans ma pratique et en voyant mes collègues pratiquer, c'était de se dire que on manquait d'outils en tant qu'enseignant pour différencier, même dans le domaine de discipline très scolaire, que ça c'était quelque chose qui mettait en difficulté les élèves et qui mettait en difficulté les enseignants. D'ailleurs, la seule enquête que j'ai lue à ce sujet, qui a été faite par le SNUIPP, fait remonter l'info que pour les enseignants, le plus dur dans la classe, dans la pratique de leur métier, c'est de gérer l'hétérogénéité des classes. Et donc, on n'est pas vraiment équipé ni formé pour ça. Et donc là, moi, je veux travailler sur des outils qui permettent de faciliter les différenciations. Donc, ça reste le domaine de l'enseignement, de l'école, publique, privée, en tout cas. C'est ta manière de contribuer, en fait, de pouvoir essayer de mettre à disposition des outils qui pourraient servir les collègues. C'est ça, et puis les élèves in fine. Et moi j'étais chanceux dans l'école où j'étais, déjà parce que j'ai obtenu un poste fixe rapidement, et parce que j'étais aussi entouré de collègues qui étaient motivés pour plein de projets différents. Chanceux aussi par rapport à la circonscription, on était quand même assez libre de mettre en place des projets qui moi m'intéressaient. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas forcément avoir un impact, l'impact que je souhaitais, et que je ne me sentais pas outillé non plus sur tous les aspects de la différenciation particulièrement. Et donc ça me semblait intéressant d'aller un petit peu plus loin. D'accord. Mais quand tu dis l'impact que tu voudrais avoir, il se situe à quel niveau cet impact?
Qu'est-ce qui fait cohérence, enfin, qu'est-ce qui t'anime véritablement de ce fait-là? Là, je pense que ça me fait revenir en arrière vers ce que je voulais initialement en m'intéressant à la diplomatie particulièrement. C'était sans doute l'idée que ça me semble important d'avoir un impact positif sur ce que vivent d'autres gens, de faire que globalement des gens puissent se sentir mieux dans leur vie et particulièrement dans le domaine de l'éducation, c'est quand même un très vaste chantier. Euh, et donc l'idée de se dire que il y a des choses qui manquent et que des personnes différentes vont contribuer à les changer, par exemple en créant des outils, ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et puis c'est vrai que dans tous les domaines de la vie, ça a toujours fonctionné comme ça. Il nous manquait, je sais pas, une table pour manger, c'était plus pratique de manger à un niveau un peu plus élevé, quelqu'un a inventé la table. Bref, il y a des gens qui inventent des outils à plusieurs et ça facilite la vie des uns et des autres, mais c'est vrai qu'à l'école, il y a quand même eu pas mal d'inertie. Enfin, en tout cas, c'est un domaine d'éducation dans lequel on critique souvent cette inertie, quelles que soient les personnalités politiques qui interviennent ou les gens dans la vie de tous les jours. Et donc, je trouve ça intéressant de pouvoir faire quelque chose pour qu'il y ait de nouveaux outils, quoi. Bouger un peu les lignes tranquillement. Voilà. Et d'être au service des élèves, puisqu'on ne perd pas de vue la finalité. Alors après, ce que tu as vu, compris, étudié, questionné, hein, c'est-à-dire à la fois ton voyage et puis ta pratique professionnelle, si tu devais brosser le portrait de l'enseignant inspirant, quelle qualité aurait-il? Alors pour moi, l'enseignant inspirant, avant tout, il se questionne et il remet en cause ce qu'il lit, ce qu'il fait. Donc il a à la fois un regard critique et puis un certain enthousiasme par rapport aux nouveautés, en tout cas aux choses qu'il découvre au fur et à mesure. Et donc c'est un petit peu l'idée de rester ouvert tout en étant critique. Et ça, je trouve ça Sain. sain et donc inspirant quand on arrive à transmettre aussi cet état d'esprit à ses élèves. C'est vraiment une attitude, une posture qu'on peut aussi, de ce fait, donner d'une certaine manière à ses élèves, quoi. Oui, Ok. et qui peut se traduire de bien des manières différentes ensuite dans la pratique, mais en tout Et cas un en fonction de esprit, qui on est aussi. voilà. Et puis, ça reste un esprit d'ouverture et de critique commun, selon moi, aux enseignants inspirants. Et de ce fait, si tu avais en tête une école idéale, ça serait quoi pour toi, en dehors de ces enseignants inspirants? Est-ce que tu rêves d'une école idéale? Ou c'est pas le but et c'est plutôt une autre manière de vivre l'école? Si, je pense que je rêve d'une école idéale. Alors on m'a déjà dit que finalement il n'y avait pas une école idéale pour tout le monde, chacun avait son école idéale, donc il faudrait plusieurs types d'écoles. Alors je suis pas totalement persuadé, je pense que s'il y avait une école idéale, ce serait une école qui permet justement à des personnalités différentes de s'y épanouir, et que ça c'est possible dans un même type d'école, une école qui permet, comme on l'a dit, aux élèves de travailler à leur propre projet d'une certaine manière, À leur rythme? à leur rythme, qui permet aux travaux des élèves d'être authentiques, donc de faire du sens. On ne travaille pas juste pour faire un petit exercice, mais ce qu'on fait pour pouvoir être communiqué aux autres élèves, voire même à l'extérieur de l'école. Ça n'empêche pas d'avoir des aspects où on s'entraîne sur certaines choses, hein, mais qu'en tout cas il y ait des travaux qui aient du sens pour les élèves. Et aussi des écoles où les élèves peuvent communiquer les uns avec les autres, où ils ne sont pas finalement obligés d'écouter et écrire ce que le prof dit toute la journée, et qui peuvent finalement s'enrichir en échangeant les uns avec les autres. Une école qui soit enfin ouverte sur l'extérieur, donc soit en ayant des personnalités du monde réel qui viennent dans l'école, soit en allant voir un peu ce qui s'y passe. Alors ça peut être dans la nature, ça peut être dans des entreprises, dans des associations, mais en tout cas ne pas rester fermé entre quelques murs et quelques grilles, quoi. Alors, c'est intéressant de dire ouvert sur la réalité du monde, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'on est quand même dans une école qui est coupée un peu du monde? Elle est très coupée déjà physiquement. Alors c'est particulièrement le cas en France, un peu moins dans d'autres pays, notamment du Nord. Elle est coupée physiquement parce que même dans des villages, on a des grands murs, des grandes grilles qui enferment la cour parce qu'on a peur de l'extérieur. Et sans doute que parfois c'était justifié, euh, mais en tout cas, ça indique quand même qu'on n'a pas l'intention de s'ouvrir au monde réel. Il y a beaucoup de démarches aussi à entamer si on veut faire intervenir des structures dans l'école, ou si on veut sortir de l'école, c'est parfois un petit peu compliqué. Alors que pour moi, ça devrait être quelque chose de basique et quotidien. D'ailleurs, c'est ce que je retiens le plus de ce que Célestin Freinet pouvait faire, c'est de dire,
on sort de l'école un petit peu pour voir la vraie vie, quoi, Mhm. qui a plein d'aspects très différents, la vraie vie. Donc, et c'est quand même plus inspirant pour les élèves de voir la vraie vie, puisque ce qu'on fait, le travail qu'on fait, bah, ça lui confère du sens. C'est pas juste des théories un petit peu nébuleuses comme ça qui sont évoquées en classe, quoi. Super, merci pour ça. Alors, on arrive presque au terme du podcast, mais aujourd'hui, quels sont tes projets? Alors mon premier projet, c'est donc de travailler sur un ou des outils qui permettraient de faciliter la différenciation en classe. D'abord sur des choses assez classiques, donc sur des disciplines scolaires, qui sont les maths et le français pour commencer. Euh, et moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de pouvoir peut-être aider des profs qui ont envie de changer leur pratique, il y en a beaucoup, pour les aider à avoir un petit peu plus confiance en eux et peut-être leur donner des méthodes sur certains aspects qui leur permettront de mettre en place certaines des choses qu'ils veulent changer. Leur permettre peut-être de faire ce petit pas de côté pour oser se lancer dans différentes Oui, pratiques, prendre un méthodes. petit peu de recul, décider aussi de ce qu'ils veulent changer exactement et puis arriver à le faire. Et puis là, je pense que c'est vraiment, comme pour les enfants, une question de prendre confiance en En soi. soi. On n'est pas trop habitué à ça. Et donc, si je peux contribuer à amener des gens à faire ce petit pas de côté, comme tu disais, pour changer leur pratique petit à petit, en fonction de ce qu'ils veulent vraiment mettre en place, pour qu'ils puissent être en cohérence avec ce qu'ils veulent faire, ce qui est le problème de pas mal de gens qui m'ont appelé suite à la publication de ce livre, la difficulté de trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Et là, je serais plutôt content. Merci pour déjà ce magnifique partage. Alors, maintenant, on va essayer de terminer ce podcast autour des questions un petit peu plus personnelles, un peu peut-être déroutantes. En tout cas, la première, quel est le plus beau souvenir que tu as de ton voyage? Qu'est-ce qui te reste en tête et qui a été extraordinaire pour toi? S'il y en avait un parmi tout ce que tu as pu vivre. Alors, je dirais qu'en tout cas, le premier très très bon souvenir, c'était en Finlande, dans la toute dernière classe dans laquelle j'ai été, pendant 2 semaines. Donc il neigeait beaucoup et on était dehors avec les enfants et les enfants étaient très curieux tout simplement vis-à-vis de moi. Et c'est la première fois en 1 mois et demi que lorsque je passais dans une classe, je rencontrais des élèves qui étaient tous hyper curieux de tout. Alors ils voulaient absolument me parler en anglais, pourtant c'était des CM2, donc c'était quand même pas un niveau auquel habituellement on parle anglais couramment. En tout cas, ils étaient ouverts, curieux, voulaient me raconter plein de trucs sur leur vie. Et donc, je me souviens de ces sapins pleins de neige, puis tous les enfants qui sautent partout en s'écoutant tout de même, mais pour s'intéresser aux uns aux autres et aussi à moi, du coup, à ce que j'avais pu voir dans d'autres écoles. Donc, ça, c'était plutôt un bon souvenir dans le sens où je me suis dit, enfin une école et des enfants qui s'intéressent à autre chose que je veux devenir une star d'Instagram, ou parce que c'était quand même ça. Les échanges que j'avais jusque-là avec des élèves dans les différentes écoles, quoi. Et puis des enfants qui n'avaient pas peur non plus, qui avaient plutôt confiance. Et c'est vrai que les pratiques de l'enseignante qui m'accueillait dans sa classe étaient assez inspirantes. Et donc forcément, j'ai fait un lien entre ces enfants, l'enseignante. Bon. Et ça a été un Elle me moment un disait peu évidemment, magique. ce n'est pas à moi que tout est dû. Mais voilà, c'était quand même un peu magique, comme tu dis. Ce podcast, on le prend toujours comme un temps aussi, on prend du temps pour soi, on s'arrête, on réfléchit, on questionne un peu une pratique, on revisite un petit peu ce qui nous anime. Aujourd'hui, tu nous as permis d'aller revisiter un petit peu aussi quelles étaient nos pratiques et comment on pouvait réfléchir. Mais toi, aujourd'hui, comment tu prends soin de toi? Qu'est-ce qui te fait du bien quand de temps en temps c'est compliqué? Voilà, comment tu peux couper? Alors déjà, je fais du sport tous les jours. Je me promène aussi tous les jours alors dans la ville, puisque je vis dans la ville, mais en tout cas je me promène pour bouger un petit peu mon corps. Et je lis aussi tous les jours, à peu près 2 heures. Et donc ça me permet à la fois d'apprendre des choses et de faire une fois de plus ce pas de côté, en tout cas de réfléchir à des choses nouvelles. Ça me motive pas mal. Et puis j'ai l'impression d'être tranquille, quoi. De m'évader un petit peu tranquillement. Et d'avoir besoin aussi de cet espace de tranquillité pour pouvoir te nourrir et avancer, c'est ça? Oui, c'est ça.
Merci pour cet échange. Alors, merci beaucoup, Émile, de nous avoir donné des outils, des pistes de réflexion, d'avoir bousculé quand même nos représentations du métier et du système éducatif. En tout cas, on est conscient des enjeux voilà, qui habitent le système éducatif et comment on pourrait, par une politique des petits pas, avancer tranquillement et permettre aux élèves voilà, de s'épanouir, de grandir et d'aller vers un monde peut-être un petit peu plus meilleur et plus doux. En tout cas, merci à chacun pour cette écoute. Nous vous rappelons tout simplement que vous aurez en dessous du podcast la rubrique toujours la même pour aller plus loin et on vous mettra à la fois des pistes de réflexion, de la bibliographie, le blog d'Émile et nous restons à votre disposition. À très bientôt, merci.